Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence dans 2 minutes. Ceux qui sont encore debout, n'hésitez pas à prendre place. Pour les bons élèves, il y a des places au premier rang. J'en profite pour saluer nos spectateurs en live sur les internets. Bon. J'ai les chefs qui me disent qu'on peut y aller, on y va. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je suis assez heureux de voir que le sujet intéresse autant de personnes, puisque c'est un sujet extrêmement important. Il y a une citation qui me tient beaucoup à cœur. C'est celle d'Antonio Gramsci, où le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur, les monstres apparaissent. On vit une période incroyable de transition. On retrouve des choses qu'on ne connaissait que dans les livres d'histoire. Sur notre territoire, en tout cas, les guerres. On a la famine qui va arriver, alors qu'on pensait que c'était résorbé depuis longtemps. On a des nouveaux défis, le défi climatique. Et plutôt que de voir le verre à moitié vide, on préfère le voir à moitié plein. Cette transition démographique, cette transition géographique, ces flux vont, quoi qu'il en soit, nous obliger à nous adapter et aussi à voir autrement notre société que simplement, vous, chef d'entreprise, qu'à travers le prisme du chiffre d'affaires. Alors on reste très pragmatique, hein. Une boîte c'est avant tout un centre de profit, mais ce n'est plus que ça. C'est aussi la possibilité d'être un acteur sur son territoire et de travailler intelligemment pour faire en sorte que notre monde qui brûle soit un petit peu meilleur pour demain et les générations à venir. Donc je suis très heureux d'accueillir l'ensemble de l'équipe du projet Mercure, porté par Coptalis, ainsi que l'ensemble de ses invités, et de laisser la parole à Gilles Lechantre, qui va mener d'une main de maître cette animation tout au long de cette heure et demie. Encore une fois, bienvenue au French Tech Central, et à tout à l'heure pour la conclusion. Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi, je ne vais pas essayer de plomber l'ambiance comme ça m'a plombé l'ambiance là, pour démarrer. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet effectivement d'actualité malheureusement, on va dire. On va surtout parler de bienveillance, de responsabilité, aussi bien évidemment répondre à vos questions, vos interrogations. Merci d'être si nombreux ce matin. Ce qui est important de vous dire aussi, c'est que vous pourrez retrouver aussi sur le web ce qui va être dit ce matin, parce que c'est enregistré. C'est enregistré aussi, c'est en direct cette matinée. Donc moi, je suis Gilles Lechantre, je suis le cofondateur de Coptalis, une entreprise que j'ai créée avec un ami il y a maintenant un peu moins de 10 ans. On est spécialiste dans tous les sujets de mobilité internationale professionnelle. Donc notre travail, c'est d'attirer les talents et de l'accompagner tout au long de son parcours professionnel. À la fois pour attirer des talents étrangers en France et aussi des Français à l'étranger. Donc c'est une entreprise qu'on a menée à deux avec Olivier. Et aujourd'hui, c'est à peu près 1000 salariés. On est présent dans 17 pays et un chiffre d'affaires à peu près de 70 millions. Donc on est ravis d'avoir créé cette entreprise qui a vraiment du sens, et du sens humain avant tout, parce qu'on est là aussi pour faciliter la mobilité internationale professionnelle et aussi pour faciliter le changement de vie. On est French Tech 120, donc on est ravis aussi de vous accueillir au sein de la French Tech. Donc on fait partie des 5 French Tech des Hauts-de-France et des 120 French Tech, enfin labellisés French Tech 120 au niveau national. Avec ça, on est très investi aussi à l'international. On a eu la chance de mener différents projets au niveau de la French Tech pour avoir une résonance plutôt européenne et voire mondiale.
Et c'est important d'être aussi dans le territoire et dans un magnifique écrin qui est Etora Technologies, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et on sait qu'avec Sam, que la French Tech est née à Euratech, et c'est important encore de le signaler. On est très fiers de nos racines. Et moi, je suis très fier aussi d'avoir le siège social de Coptalis dans les Hauts-de-France, et notamment à Marcourt-Barœul. Et quand je vous ai dit qu'on a la capacité à changer la vie des gens, c'est un magnifique projet. Et aussi, il y a à peu près 3-4 ans, pour vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, moi, je n'avais pas de problème d'aller chercher des ressources à l'international. À l'époque, avant Covid, on va dire, on allait faire des recrutements à Madagascar, à l'île Maurice, en Inde. Je veux dire, on se baladait beaucoup. Et à un moment donné, on s'est dit, on va se poser aussi. Et on commençait à regarder un petit peu les flux migratoires. On voulait aussi travailler sur de la mobilité internationale professionnelle, mais dans les deux sens aussi, pour donner un peu plus de sens à ce qu'on faisait, plus d'engagement. Et on s'est dit, c'est quand même dingue de faire 16 000 km pour aller chercher des compétences à Madagascar. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder à côté de chez nous et de voir un petit peu si on ne pourrait pas aider des gens qui sont arrivés par le biais, je dirais, surtout des profils en fait, qui n'avaient pas prévu pour venir en France, mais la vie a fait qu'ils étaient là. Et on s'est intéressé effectivement au statut de réfugié. Et on a découvert que dans le cadre du PIC, donc le plan d'investissement et des compétences, érigé par le gouvernement au niveau du ministère de l'Emploi, et on a commencé à creuser un peu cette piste-là, et en se disant, alors moi je suis très ouvert à l'association avec le privé, le public, et on a commencé à regarder qui étaient les acteurs sur l'accueil des réfugiés en France. Et on s'est aperçu qu'il y avait une magnifique association qui a été la première association au niveau des réfugiés en France, qui est AIR. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va regarder qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment peut-être on va travailler ensemble. Et je vais peut-être accueillir d'abord Camille, qui fait partie effectivement de AIR. Alors Camille, qui est la directrice générale d'AIR, tu peux me rejoindre Camille. Et je vais accueillir aussi Katia, comme ça on aura nos deux invités premières. Donc Katia qui est responsable engagement chez Coptalis. Alors Camille à l'époque n'était pas là chez AIR et moi je me souviens bien du premier rendez-vous que j'ai fait là-bas. AIR, ce qui était génial, c'est qu'on s'est aperçu très vite que le siège de l'association était à Marcourt-Barœul. Donc la bonne coïncidence, et je me suis dit c'est déjà un bon point. Donc on est allé voir à l'époque les dirigeants d'AIR. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. La première fois qu'on est arrivé, forcément, nous on arrivait, entreprise privée, on faisait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était French Tech, et on avait tous les défauts en fait en soi, pour aller très vite. Et quand je me suis assis et que j'ai bu le café avec les anciens dirigeants, j'ai commencé à discuter, à expliquer ce qu'on faisait, et on m'a regardé vraiment comme un ovni. Et on s'est dit, et avant qu'on me pose des questions, à l'époque Patrick, je le vois, il est encore là un peu Patrick, il est encore aussi un peu les mains un peu dans le cambouis aussi. Et je regarde Patrick, il me regardait comme un ovni. Et avant qu'il me pose une question, j'ai anticipé sa question. Je lui ai dit, je suis sûr que vous allez me poser la première question, c'est qu'est-ce que vous venez m'emmerder sur ce sujet-là? J'ai vraiment été cash comme ça. Et effectivement, c'était sa première question. Donc je lui ai dit, moi je ne suis pas là pour vous emmerder, je suis là pour essayer d'être complémentaire et d'essayer de trouver des solutions ensemble pour qu'on puisse accompagner effectivement ce public réfugié pour avoir aussi l'expérience au sein de chez Coptalis d'accompagnement de talents sur le côté professionnel. Pourquoi pas faire ce parallèle aussi avec le statut de réfugié. Et l'histoire a démarré comme ça. On a répondu à un appel d'offres il y a maintenant 2 ans et demi, dans le cadre du PIC, où on a eu la force surtout de rassembler des entreprises par le biais d'un consortium, parce que ça c'était important qu'on le fasse aussi. On voulait que certaines entreprises que l'on connaissait au sein du réseau Coptalis s'engagent avec nous. Donc on a eu Happy Restauration, Cinéo, AIR, Clinique Bio et EMI. Donc ces 5 entreprises-là ont été tout de suite mises dans le consortium avec nous, où on a expliqué un peu la démarche, on a expliqué un peu qui on était, ce qu'on faisait, on a expliqué aussi ce que c'était, mais on va revenir dessus après avec Camille, le statut de réfugié. Et en collaboration avec ces entreprises, avec l'association AIR, nous avons répondu à un appel d'offres.
Et objectivement, forcément, d'habitude, c'est plutôt des associations qui répondent toutes seules. Et on nous avait dit au ministère, de toute façon, vous pouvez y aller, mais vous ne serez jamais retenu. Et plus on nous dit ça chez Coptalis, plus on y va et plus on est content. Et avec la force de tous ces acteurs-là, nous avons été retenus sur cet appel d'offres. Alors, uniquement sur le Hauts-de-France, mais c'est ce qu'on voulait dans un premier temps. Il faut s'asseoir ? On va s'asseoir alors. Là. Non, il y a un plan de table. Je n'ai pas bien étudié. Donc, l'appel d'offres, une fois qu'il était sorti, on a répondu uniquement sur les Hauts-de-France. L'objectif de l'appel d'offres, c'était de remettre en tout cas à l'emploi ou accompagner les demandeurs réfugiés. C'est 350 personnes accompagnées sur 3 ans. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et avec des sorties positives, 210. Ça veut dire qu'on accompagne 350 personnes. Et l'objectif qu'on s'est donné, qui est très, 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 important, on s'est donné comme objectif de 210 sorties positives. Donc, c'est des gens qui auront un CDD, plus de 6 mois, un CDI ou des formations professionnelles. Bon, on reviendra aussi un petit peu plus dans le détail. Donc aujourd'hui, forcément, quand on a démarré, pas de bol, 3 mois après, le Covid est arrivé. Et puis, je ne vous fais pas l'histoire du Covid, mais avec un public quand même très éloigné aussi, malheureusement, un peu de la tech. Quand je dis de la tech, c'est ordi, portable, etc. À distance, c'était très compliqué. Mais néanmoins, on s'en est pas trop mal sorti. Et on va vous donner un petit peu de statistiques aussi où on en est aujourd'hui actuellement sur le projet Mercure. Et c'est important aussi de vous expliquer un petit peu le statut de réfugié que Camille va vous développer. Et surtout aussi, bien évidemment, malheureusement, je le redis encore une fois, on a la crise ukrainienne qui est aujourd'hui est arrivée il y a un peu plus d'1 mois et demi aussi. Coptalis est très engagé sur le sujet, bien évidemment, de la crise ukrainienne. On répondra aussi à vos questions, vos interrogations. Voir un petit peu comment en fait on est organisé, qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur ce sujet, on va dire, très urgent. Et vous donner aussi quelques recommandations ou en tout cas plutôt des réponses par rapport à des questionnements sur le statut aussi des réfugiés ukrainiens parce que c'est très particulier, c'est très spécifique par rapport à cette urgence. Je vais laisser la parole à Camille qui va vous expliquer, en tout cas qui va vous donner un peu de définition par rapport au statut de réfugié. Donc, bonjour à tous, donc moi je suis Camille Lehambre, donc la nouvelle directrice générale pour l'association Accueil Insertion Rencontre. Effectivement, comme l'a dit Gilles, je n'étais pas là au début du projet, j'ai joint la joyeuse équipe en cours avec grand plaisir. Mais c'est un public que je connais bien puisqu'à la base j'étais expatriée en humanitaire d'urgence dans le monde. Donc c'est un public que j'ai retrouvé ici en France mais que je connaissais de l'autre côté. Et effectivement, comme l'a dit Gilles, Accueil Insertion Rencontre, c'est une association qui fait de l'hébergement, surtout de demandeurs d'asile et de réfugiés, mais aussi de femmes isolées, de femmes SDF. C'est pas forcément que du public toujours réfugiés et qui les accompagne à l'insertion et tout ce qui est côté socio-administratif, pour en dire quelques mots rapidement. Mais notre question du jour, c'est qu'est-ce qu'un réfugié et peut-on l'employer et comment faire pour faciliter son insertion en France ? Donc la définition d'une réfugiée, c'est défini par la Convention de Genève. Okay, ce n'est pas quelque chose que nous, AIR, ou que même l'État français a créé, c'est quelque chose qui est reconnu au niveau international. Donc, un réfugié, c'est une personne qui craint d'être persécutée du fait de l'un des 5 motifs suivants, sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, comme si tu es journaliste, etc. C'est aussi quelque chose qui rentre. On ne va pas vous perdre aujourd'hui dans tous les détails des différents types de protection, puisqu'il y en a plusieurs. Mais sachez que, pour faire court, un réfugié, une fois qu'il a obtenu son statut de protection délivré par un État de l'Union européenne, a les mêmes droits qu'un Français de droit commun, si ce n'est qu'il ne peut voter ou qu'il ne peut être fonctionnaire. Mais sinon, il a le même droit au travail, le même droit à la sécurité sociale, le même droit aux allocations, le même droit au logement, etc. C'est vraiment la même chose qu'un Français, que moi, que Katia, que Gilles ici. Et ce qui est vraiment important de retenir sur cette statut de réfugié, c'est que par exemple un migrant, ce qu'on appelle un migrant économique, ça ne marche pas. Quelqu'un qui est réfugié, c'est quelqu'un qui fuit
et qui craint pour sa vie, ou qui craint, ou a déjà été persécuté, ou craint d'être persécuté, et c'est pour ça qu'il est arrivé ici. Il y a eu un statut de protection internationale. C'est pour ça que nous les appelons les bénéficiaires de la protection internationale, dit BPI, qui est un acronyme de notre jargon. Quelqu'un qui fuit par exemple la pauvreté ou qui a de façon légitime aussi de fuir son pays ne sera pas ce qu'on appelle un réfugié, ça pourra être demandé sur d'autres types de statuts. C'est vraiment quelque chose de particulier défini par la Convention de Genève. Oui, d'où ils viennent en général, c'est que bon, chaque année ça dépend des crises dans le monde, ça dépend des guerres, ça dépend aussi de la France, c'est-à-dire que par exemple la France ne reçoit pas forcément les mêmes personnes que l'Allemagne, ça dépend des populations qui sont déjà présentes sur le territoire. Mais l'année dernière, c'était l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bangladesh. Sachant que sur le territoire national, ça dépend. Par exemple, nous, on a très peu de personnes du Bangladesh parce qu'ils sont très peu présents sur la métropole lilloise. Mais bon, ça dépend aussi des connaissances. Forcément, comme tout à chacun, on va aussi là où une partie de notre communauté est déjà parfois présente. Mais ça dépend aussi des options d'hébergement qu'on a sur le territoire. En général, en année, il y a à peu près 100 000 personnes qui demandent l'asile en France. Bon, ce chiffre a forcément chuté pendant la période Covid, puisque les frontières ont été fermées et que ça a été difficile d'avoir des migrants qui traversaient les frontières. En général, un tiers d'entre eux ont un statut de réfugié, qu'on dit de protection internationale. Très bien. Merci Camille par rapport à ces précisions. Ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est important de repréciser la définition du statut de réfugié parce qu'on le voit en France notamment, il y a pas mal d'amalgames qui sont faits sur des connotations de migrants, d'immigrés. Enfin, il y a pas mal de choses en fait qui se disent et qui se disent faussement. Et le statut de réfugié a la particularité d'avoir un statut très particulier qui autorise plein de belles choses. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un petit peu insisté sur la définition. C'est aussi peut-être que c'est le moment, bien évidemment, malheureusement encore une fois, d'expliquer aussi avec la crise ukrainienne qu'est-ce qui a été mis en place là récemment, notamment par l'Europe, mais pas que l'Europe et aussi la France. Donc si Camille, tu pourrais peut-être nous donner un peu plus de détails par rapport à la protection temporaire concernant les réfugiés ukrainiens que l'on voit arriver tous les jours en Europe et en France. Tout à fait. Donc, comme vous le savez, la guerre en Ukraine a fait rage depuis fin février. Et l'Union européenne a décidé de mettre en place quelque chose qui n'avait jamais été mis avant, mais qui avait été prévu dans les lois de l'Union européenne, qui s'appelle la protection temporaire, qui ressemble et à la fois ne ressemble pas à quelqu'un qui a un statut de réfugié de protection internationale. Dans le sens où quelqu'un qui est réfugié, c'est qu'il a un droit de séjour entre 4 et 10 ans selon la spécificité de son droit. Et il a, comme j'ai dit, tous les droits qu'un Français peut avoir, si ce n'est qu'il ne peut voter et qu'il ne peut être fonctionnaire. Quelqu'un qui est réfugié temporaire, qui ne s'applique pour l'instant que aux personnes qui fuient la guerre en Ukraine, ça ne s'applique pas aux personnes qui fuient la guerre ailleurs, peuvent demander un statut de protection temporaire auprès de la France ou d'un autre État de l'Union européenne. Ce statut est délivré à tous les étrangers non européens qui fuient massivement leur pays et leur région d'origine et qui ne peuvent pas y retourner, comme un conflit armé, ce qui se passe actuellement en Ukraine. Nous, personnellement, les associations, on est très contents que pour la première fois de l'histoire de l'Europe, nous avons ce statut de protection temporaire. Nous aurions espéré qu'il soit débloqué pour d'autres cas de guerre internationale, mais ça nous fait quand même le bonheur des Ukrainiens ici. C'est bien toute la nuance par rapport à un statut de réfugié normal, et bien qu'il est temporaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui fuit par exemple l'Afghanistan où il y a un régime de talibans qui est très ancré et qui ne risque pas de changer du jour au lendemain et qui par exemple a été journaliste et a combattu les talibans et qui du coup on sait qu'il ne peut pas y retourner dans 6 mois sauf si bouleversement incroyable en Afghanistan, va avoir un statut de protection permanente de l'état de son pays. En Ukraine, ce n'est pas la même chose de persécuté de type de race, de type de religion. Il ne sera pas persécuté parce qu'il est musulman ou parce qu'il est homosexuel. Il sera juste en danger pour sa vie à cause des guerres et des répercussions sur les populations civiles. Donc quand il vient en France, il peut faire une demande de statut de protection temporaire qui va lui donner quelques droits, y compris le droit de travailler le temps que son statut est valable, c'est-à-dire entre 6 mois et 3 ans.
qui sera délivré par l'État assez rapidement. En général, quand ils arrivent, ils ont quelques semaines de latence entre le temps de prendre un rendez-vous à la préfecture, etc., d'avoir la carte délivrée. Mais vous pouvez, tout à chacun, chaque entreprise peut embaucher des Ukrainiens. La seule petite différence, que ce soit réfugié ou ukrainien, c'est d'envoyer un papier à la préfecture. C'est la seule petite démarche supplémentaire qui est vraiment très légère. Donc voilà, la différence sainte en ce trait de là, c'est que les Ukrainiens sont plus temporaires. Ils n'ont pas, par exemple, un certain droit. Par exemple, ils n'ont pas le droit au logement social, ils n'ont pas le droit à d'autres choses. Mais ils peuvent tout à fait travailler et avoir un peu de support de l'État, type les APL, etc. Voilà. On va insister après par la suite avec Olivier notamment, qui va nous faire un témoignage de ce qui s'est fait et ce qui se fait actuellement, notamment chez Coptalis, pour vous donner des exemples concrets de ce qu'on a pu mettre en place ou ce qu'on met en place actuellement chez Coptalis par rapport à la crise ukrainienne. Moi, je vais maintenant donner la parole à Katia qui va vous expliquer un peu dans le détail, mais pas tant que ça non plus, mais pour vous expliquer concrètement comment ça se passe le projet Mercure, qu'est-ce qu'on met en place, quel accompagnement on favorise en fait, et on va vous expliquer surtout l'articulation du projet Mercure un peu dans le détail. Alors bonjour à tous, je suis très contente de vous voir aussi nombreux aujourd'hui à venir écouter cette présentation sur la question des réfugiés et sur le projet Mercure. Donc Gilles a fait l'historique du projet Mercure. Moi je suis arrivée chez Coptalis il y a maintenant 6 mois, en septembre, pour travailler et sur l'engagement global de Coptalis et également sur le projet Mercure. Alors le projet Mercure, il y a une entrée des personnes réfugiées qui arrivent généralement à l'AIR, qui leur fait tout un accompagnement administratif, sanitaire, social et aussi au logement, et qui fournit aussi, qui met en place des cours de français, langue étrangère. On sait que l'une des difficultés pour les personnes réfugiées qui arrivent en France, et pour n'importe qui, nous ça serait exactement pareil quand on va dans un pays dont on ne connaît pas la langue, c'est bien l'apprentissage de la langue pour pouvoir faire une intégration plus facile. Ils réalisent généralement un premier diagnostic sur la situation du réfugié et ils font du coup l'accompagnement administratif, c'est les inscriptions, si je ne me trompe pas, au Pôle emploi, RSA, des aides au logement, sécurité sociale, APL, CAF, voilà, toutes les inscriptions administratives que l'on peut avoir à faire avec tous les droits auxquels on a droit en France. Une fois qu'ils sont passés chez l'AIR, évidemment, à l'AIR, ils proposent l'accompagnement à l'emploi. Donc, il faut avoir en tête qu'il y a quand même presque 900 personnes qui sont accompagnées à l'AIR depuis le début du projet, ce qui n'est pas anodin. Et donc, sur les 900 personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en mesure d'aller travailler tout seuls. Et puis, il y en a quelques-uns qui ont besoin d'un accompagnement à l'emploi. Et donc, nous, on prend le relais juste à ce moment-là. L'AIR nous oriente des personnes qui ont effectivement un niveau de langue A1 pour pouvoir avoir un minimum d'échanges possibles. Donc, niveau A1, ils arrivent chez nous, ils sont accueillis par notre accompagnatrice globale qui s'appelle Julia, que vous avez derrière vous au bar, en blanc. Voilà. Julia, elle les accompagne, elle fait un diagnostic avec eux pour savoir quelles sont ses envies, quels sont leurs projets professionnels et surtout quelle est la posture, quelle posture ils ont pour pouvoir intégrer les entreprises. Et surtout revoir si la question française, la question de la langue, fonctionne. À ce moment-là, elle a la possibilité elle leur propose aussi de suivre les cours de français et langue étrangère chez nous, mais qui est professionnalisant. Ces cours de français, ils sont importants parce que ça permet à l'ensemble des personnes qui suivent le programme Mercure de pouvoir comprendre le milieu du travail dans lequel ils vont intégrer. C'est quoi un CDD, c'est quoi un CDI, c'est quoi des fiches de paye, c'est comment ça se passe dans une entreprise, comment j'écris un mail à mon directeur, comment je comprends les directives en entreprise, comment j'échange avec mes collaborateurs. Voilà, c'est toutes des notions qui sont aussi des notions interculturelles importantes qui ne sont forcément pas dans leur pays d'origine. Donc, Julia travaille sur la partie accueil, mais aussi une partie de l'accompagnement à l'emploi avec Maude Free qui est au bar également, habillée en marron, avec un petit haut marron. Merci Maude d'être avec nous toutes les deux. D'ailleurs, je vous remercie d'être toutes les deux avec nous ce matin pour pouvoir échanger avec l'ensemble des personnes qui sont avec nous.
Maud, elle va faire un travail d'accompagnement à l'emploi. Donc, elle va définir leur projet, elle va travailler avec les entreprises pour pouvoir aider chaque réfugié qui vient chez nous à trouver l'emploi qui va leur aider soit à faire une première étape, soit après à trouver carrément un CDI, ou simplement, ou également aller orienter vers des formations. On a aussi la possibilité, et on met en place aussi des périodes d'immersion dans les entreprises. Ça, c'est important parce que ça permet à chaque réfugié de découvrir si ce qu'ils ont choisi, la voie qu'ils ont choisie leur convient, si ça fonctionne, et puis aussi de découvrir les entreprises dans lesquelles ils peuvent travailler, parce que par moment, l'ambiance dans laquelle on travaille est tout aussi important que le métier que l'on peut faire. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et donc, le partenariat avec les entreprises qui sont dans le consortium, c'est effectivement un vrai partenariat qui permet de faire ces périodes d'immersion dans certains secteurs, sachant que Cleaning Bio, on est sur l'aide à la personne et les ménages, Happy Restauration sur de la restauration, comme vous l'avez compris. EMI, c'est une entreprise de métal d'insertion. Et Cinéo, qui est l'ancienne boîte d'Olivier, mais qui est sur le nettoyage de voitures avec des produits bio et sans eau. Donc ça permet aussi, donc ces entreprises-là nous permettent de faire pour certaines personnes des immersions. Tout le monde n'est pas obligé d'aller là, mais en tout cas c'est aussi un moyen pour pouvoir les intégrer au niveau de l'emploi. Voilà, j'ai à peu près fait le tour du projet Mercure. Si je pars en quelques chiffres, le projet Mercure, donc à l'arrivée chez l'AIR en accompagnement administratif, on était à 690 il y a quelques mois, on est plutôt à 900 personnes maintenant. Sur le parcours, on a intégré aujourd'hui 205 personnes qu'on a accompagnées et qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'on a à peu près 70 personnes là en ce moment qu'on accompagne. On a 150 personnes qui ont été formées à la langue et surtout, on a en sortie positive presque 100 sorties positives à l'heure actuelle. C'est un vrai travail qui effectivement donne du sens à l'ensemble de nos salariés chez Coptalis, parce qu'il faut avoir en tête que ces sorties positives, certaines, elles sont aussi grâce au réseau de nos Coptaliens qui s'investit dans le projet Mercure et auprès des équipes. Les métiers, souvent, alors si on prend à peu près les secteurs privilégiés, on est en grosse majorité sur le nettoyage des locaux, on est sur le bâtiment et la logistique. Ça, c'est les trois premiers qui arrivent. Il est clair que peut-être que l'arrivée des personnes réfugiées ukrainiennes modifieront un peu les choses. On sait que là, la France en a accueilli 26 000 à l'heure actuelle, fin février. Il y en a à peu près 10 000 qui ont déjà la carte de protection temporaire. Donc on sent que les choses vont encore évoluer et elles vont évoluer dans le bon sens. Voilà, maintenant j'ai terminé. Gilles, je te laisse passer. Alors avant de passer au témoignage, on va un peu chambouler les choses parce que moi j'aime bien faire différent de ce qu'on m'avait dit. C'est important aussi de prendre déjà des questions si vous avez sur le projet Mercure, l'accompagnement, ce que Coptalis fait. Après, on va passer effectivement au témoignage parce que ce qui est important aussi, c'est d'écouter un petit peu les clients, comment ils ont pu effectivement accompagner un réfugié au sein de leur entreprise. C'est forcément des choses opérationnelles, concrètes. Moi, je vais remercier aussi encore fortement Julia et puis Maud qui font un travail assez formidable parce que franchement, on a vu les statistiques et c'est un accompagnement vraiment aux petits soins et c'est très important aussi d'être dans la bienveillance et c'est ce qu'elles font au quotidien, Maud et Julia. Et franchement, c'est vraiment pas évident parce qu'on rentre un peu dans l'intimité des gens et je vous assure que, moi j'ai déjà bien évidemment écouté, entendu des histoires qui sont des histoires très prenantes et c'est pas si facile parce qu'on est vraiment sur des situations de danger personnel. Hein. Et encore bravo en tout cas à Julia et puis à Maud parce qu'elles font ça au quotidien, elles ont un dynamisme assez incroyable et aussi elles arrivent à embarquer aussi les équipes Coptalis parce que les équipes Coptalis aussi ont la chance d'être en contact avec de nombreux candidats, de nombreux clients. Et c'est ce que je dis toujours, hein, moi quand je me fais ma petite picouse Mercure, forcément
on est toujours en train de se plaindre, on est toujours en train de dire que c'est difficile, mais quand on écoute des témoignages comme on écoute tous les jours Julia et Maud, franchement, ça remet les choses en place. Donc c'est une petite aparté que je voulais faire. Merci. Merci à elle en tout cas. Est-ce que vous avez des questions avant de... Alors peut-être pas sur la crise ukrainienne tout de suite, parce que je sais que c'est spécifique et c'est plutôt Olivier qui répondra aussi avec moi aussi et Katia aussi sur cette spécificité. Mais le focus n'est pas fait aujourd'hui sur l'Ukraine. On est très conscient de se dire aussi que ce qui se passe, c'est assez dramatique, mais ce qui s'est passé aussi avant, et quand on ne décide pas d'être réfugié, malheureusement, on le subit, donc ça c'est important aussi. Et c'est très bien ce que fait aujourd'hui, et je ne veux pas faire de politique, mais le gouvernement, l'Europe, sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Mais il y a un avant, il y a un après aussi. Donc si vous avez des questions spécifiques sur l'accompagnement, sur le projet Mercure, n'hésitez pas, il y a un super outil qui est le... Je ne sais pas comment tu l'appelles ça. Enfin, le micro, en fait, le micro. Donc moi, Cashbox. Et au plaisir de répondre tout de suite à vos questions et interrogations peut-être, et après de passer au témoignage. Alors la plus dure, c'est toujours la première, c'est toujours pareil. Sam, vas-y. Ah, il faut que je lance. Non, mais j'ai pas envie de blesser quelqu'un. Pas d'inquiétude, sans mousse. Alors, la première, c'est la plus compliquée, mais c'est aussi la plus basique. C'est quoi les premiers freins qu'une entreprise peut avoir, qu'ils soient réels ou psychologiques, que vous rencontrez ? Alors moi, je vais juste répondre ça, puis après, je vais laisser Katia, la spécialiste. Les freins, moi, je crois que c'est l'amalgame, en fait. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un réfugié, on parle de migrants, on parle d'immigration, on parle de tout et n'importe quoi. Donc le premier frein, c'est forcément le côté est-ce que je suis en droit ou est-ce que je suis dans la légalité si j'embauche effectivement cette personne et quel statut elle a. Il faut toujours partir du statut. Et puis après, c'est aussi évidemment, et je dirais malheureusement, quand même, c'est un frein aussi à la langue, parce qu'on a quand même des gens qui ne parlent pas français et c'est forcément pas évident. Mais je vais laisser après Katia peut-être compléter. Oui, alors effectivement, il y a la langue. Après, il y a aussi une question d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que, alors, c'est déjà des publics auxquels on ne pense pas forcément quand on est chef d'entreprise, quand on cherche des talents. On n'imagine pas qu'effectivement, il peut y avoir des personnes réfugiées qui ont tout autant de talents et beaucoup de talents, je précise, et qui peuvent vraiment dynamiser les équipes. C'est-à-dire que souvent, on ne pense pas à la question de la diversité de ces équipes, mais ça le devient de plus en plus. Aujourd'hui, on est quand même face à deux sujets importants dans les entreprises. C'est la diversité des équipes, parce que c'est une énorme richesse, et une richesse culturelle, et ça c'est important. Et surtout, il y a aussi l'engagement sociétal des entreprises. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus à renouveler, on le sait, il y a des sujets qui sont évidemment environnementaux très forts. On l'oublie un petit peu en ce moment avec la question de l'Ukraine, mais on n'oublie pas non plus, il ne faut pas l'oublier, je pense. Et puis la question sociale, c'est aujourd'hui comment les entreprises, socialement, prennent leur part de responsabilité et travaillent, je le précise bien, avec les associations sur le terrain qui, elles, connaissent les réalités du terrain que souvent les entreprises ne connaissent pas. Et je pense que l'association des trois est quand même fondamentale. Association des entreprises, des associations et aussi de l'État. Voilà, les freins sont vraiment à la fois, il a raison Gilles, psychologique et puis langagier aussi. Et surtout, il faut avoir en tête que les entreprises, par moment, ne pensent pas à ouvrir effectivement la question à la diversité leurs équipes. Et plus ça ouvre, plus c'est bénéfique, plus on a effectivement une performance de l'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-bas? Sam, c'était risqué. Confirmé. Donc vous avez évoqué le problème de l'emploi, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'urgence d'hébergement, des structures d'hébergement, le logement, etc. Parce que vous avez évoqué, Gilles, qu'il y avait un temps d'adaptation, mais entre-temps, il faut les héberger. Est-ce qu'il y a des structures adaptées, etc. Tout Alors, à c'est fait, Camille il y en a, forcément oui. qui va répondre à cette belle question. Et c'est pour ça aussi, je l'ai dit au préalable, c'est pour ça aussi que Coptalis, nous, on a voulu vraiment s'associer avec AIR, qui était bien évidemment le spécialiste de ces sujets-là, qui sont des sujets super importants. Et
et je te tutoie parce qu'on se connaît, hein. Tu as déjà, forcément c'est une très très bonne question parce qu'on sait que le logement c'est primordial par rapport à la vie au quotidien et à la vie professionnelle. Je vais laisser Camille. Tout à fait. En fait, la première préoccupation des personnes, c'est trouver un logement. Je pense que on est tous un peu dans la même dynamique. Alors pour ça, forcément, donc l'État prévoit des places d'hébergement qui sont en général données via des financements et des dotations à des associations telles que nous. Donc on en a deux types en général. Donc c'est ce qu'on appelle les CADA, donc les places pour les demandeurs d'asile en attente de statut. Je reviens parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser avec l'Ukraine. La différence aussi entre un statut de réfugié de protection internationale, c'est que ça prend plusieurs mois pour avoir une décision de l'OFPRA et ensuite de la CNDA sur l'obtention d'un statut, ce qui est normal. C'est un statut qui est compliqué, qui demande beaucoup d'analyse de dossiers. Contrairement au statut d'Ukrainien temporaire, là aussi l'avantage de ce statut est d'être quelque chose qui s'atteint de manière beaucoup plus rapidement et qui permet aussi à des personnes de travailler plus rapidement, d'être autonomes plus rapidement. Donc en attente d'un statut de réfugié, elles sont donc considérées demandeurs d'asile. Elles ne sont pas illégales, elles ne sont pas sans papier puisqu'elles ont un récépissé de demande d'asile, en attente qu'on leur dise oui ou non, tu auras un statut de protection internationale. Donc l'État met en place des places d'hébergement, parfois en collectif, parfois non, en attente d'obtention d'un statut. Une fois qu'elles ont un statut, il y a d'autres types de places qui sont libérées, ce qui s'appelle le CPH, le Centre provisoire d'hébergement, en attente que les personnes se trouvent soit un logement par elles-mêmes, soit par exemple un logement social, et dans ce cas-là, elles sont en liste d'attente comme tout à chacun en français. Sauf qu'on sait déjà aussi que les dispositifs sont saturés, comme les droits communs, comme les demandeurs d'asile, comme les réfugiés, ça n'a pas de limite sur certains types. Alors tout ce qui est famille, tout ce qui est enfant, tout ça en général, ça, il n'y a pas de souci. Mais là où on pose des problèmes, c'est surtout sur les personnes isolées, ce qui est aussi plus ou moins celles qui sont en plus mesure de travailler aussi et qui veulent le plus facilement, le plus rapidement trouver un emploi, car qui dit ressources dit obtention d'un logement. Pour ça, on travaille avec le Graal, qui est venu aujourd'hui, donc merci Julie d'avoir fait aussi le déplacement, où parfois on peut les aider à capter un logement privé, c'est-à-dire que nous, l'association, on va se porter garant auprès des propriétaires privés via l'association de partenaires du Graal. En cas d'impayé de dette, c'est nous qui prenons en charge, etc. On se porte garant auprès des propriétaires privés pour trouver des logements aux personnes qui n'ont pas de place dans les structures d'hébergement financées directement par l'État. Et on va les aider. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui existent. Je pense que si nous avons quelqu'un de Steer Up aussi aujourd'hui, voilà, là-bas. Et on va les aider, les accompagner. Il y a d'autres mesures qui existent, les AVDL, il y a d'autres choses qui existent aussi comme dispositif. Mais effectivement, la première étape, c'est souvent le logement. Mais des dispositifs existent et je pense que c'est aussi le rôle d'ER, mais aussi de Coptalis, quand on les voit, d'essayer de trouver une solution à leur problème d'hébergement le plus rapidement possible. Parfois, on va les envoyer aussi en résidence sociale, parfois, on va les envoyer en foyer, tout pour pas qu'ils se retrouvent à la rue. C'est pour ça qu'en général, ils sont extrêmement motivés pour trouver un travail et le tenir et faire leurs preuves, parce que pour eux, ils ont traversé le plus dur, ils sont arrivés là, ils ont un statut, maintenant leur nouvelle vie commence, ils veulent avoir une stabilité, ils veulent travailler et ils sont là. Et c'est ça qui est vraiment particulier, je dirais, sur ce type de personnes, c'est que pour eux, tout dépend aussi de ce travail, de comment ils s'intègrent et comment ça leur permet d'avoir leur nouvelle vie. Alors après, si on doit parler d'un dernier frein, c'est le frein évidemment de la mobilité. Il faut avoir en tête que déjà, les permis sont souvent pas reconnus en France. Donc ça veut dire qu'il faut recommencer, en tout cas tout au moins le code, parce que conduire, on sait conduire. Partout dans le monde, c'est pareil, la conduite, c'est la même. Par contre, le code, c'est un peu plus compliqué. Vous savez comme moi, entre le je peux et je dois, déjà pour nous, c'est une nuance qui n'est pas simple. Alors pour des personnes qui sont en apprentissage de la langue, c'est un peu plus compliqué. Et ça, effectivement, l'AIR a déjà mis en place des ateliers de code de la route, justement à destination des personnes réfugiées, pour pouvoir passer le code de manière plus facilement et bien comprendre les termes. En sachant qu'on propose aussi des cours du soir, justement pour les personnes qui ont besoin d'avoir un travail assez rapidement, mais qui voudraient acquérir le permis en même temps de trouver un travail. On propose aussi des horaires entre 17h et 19h le soir pour qu'ils puissent trouver un travail la journée et en même temps acquérir leur code. Et on a un gros taux de réussite sur ces cours-là, parce qu'effectivement les personnes sont extrêmement motivées pour obtenir leur mobilité le plus vite possible. Et c'est vrai que c'est plutôt une réussite.
Alors, comme je suis le garant du temps, on est plutôt pas mal, c'est très bien. On peut reprendre une petite question si vous en avez une, ou après passer au témoignage directement. Il y a une question? Du coup, je me lance. Ouais. Vous m'entendez? On entend. Alors du coup, moi j'ai une question très franco-française. Je pense, nous on recrute beaucoup au diplôme. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui sont diplômés ou moins diplômés, voire pas diplômés. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait justement pour trouver des équivalences européennes à des gens diplômés? Ouais. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Oui, alors moi je travaille au sein de CGI Finance à Marc-en-Barœul. D'accord. Donc du financement auto pour la Société Générale. D'accord. Alors là encore, moi je vais juste répondre et après je vais laisser Katia aussi, parce que dès que le micro direct, quoi, c'est bien, et voilà. Non, c'est une bonne question et c'est des interrogations qu'on a portées directement au ministère, parce qu'effectivement l'équivalence des diplômes, ben, c'est un frein à l'emploi. C'est un frein aussi. Et nous, ce qu'on ne veut pas non plus, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai mémoire, il y a 1 an et demi, on a reçu un chirurgien afghan, forcément dans le domaine médical. Et il n'y a pas d'équivalence de diplôme quand on sort de l'Union européenne. Et forcément, ce monsieur-là était prêt à accepter tout. Mais quand je dis tout, c'est même... Alors, je ne suis pas en train de dénigrer certains métiers, mais il voulait travailler simplement. Et on lui a proposé un poste de jardinier, par exemple. Et vous imaginez que déjà, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on avait un statut qui était quand même un statut de chirurgien, et c'était, entre guillemets, une star dans son pays, d'origine. Il arrive jardinier dans une entreprise lambda, c'est très compliqué. Et on essaye de se battre, je dis bien on essaye, mais on n'y arrive pas à chaque fois, évidemment pas, parce que c'est important aussi de reprendre du travail pour s'insérer, bien évidemment, dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas facile. On essaye aussi, notamment dans le domaine de l'informatique, par exemple, où il y a des formations beaucoup plus rapides avec des certifications. Donc on travaille en collaboration avec Euratechnologie dessus. Ça, c'est important. Mais sur des métiers bien spécifiques comme le métier du médical, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Parce que ce n'est pas qu'un problème français, c'est un problème avant tout européen. Et voilà, je ne vous cache pas que c'est quand même très compliqué. Néanmoins, on est assez actif sur le sujet. On remonte aussi beaucoup de statistiques parce que aussi, c'est important aussi de comprendre que par moment, quand ils arrivent, ils n'ont pas leur papier d'origine, ils n'ont pas leur diplôme d'origine parce qu'ils sont partis très vite. Et on le voit notamment avec la crise ukrainienne, hein, c'est très marquant. Et de refaire un peu son CV, de revoir un petit peu, parce que, et encore en plus qu'ailleurs, en France, on est très diplôme, on est très catalogué dans des carcans, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose de quand même difficile. Je vais laisser aussi Katia qui va compléter ce que je dis peut-être. Alors après, on a effectivement, quand on doit le faire, on peut faire des équivalences. On fait des VAE, en tout cas on travaille sur les dossiers de VAE. Maud a déjà travaillé dessus avec Julia, donc si c'est nécessaire, on le fait. Si on a besoin de le faire, on le fait. Après, effectivement, nous, on travaille aussi sur la question des soft skills. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas uniquement au diplôme, et c'est d'ailleurs tout l'état d'esprit de Coptalis. Hein. Chez nous, on a une politique de RH qui ouvre assez largement, évidemment, aux compétences déjà acquises, mais aux soft skills, à l'ensemble des soft skills qui peut justifier le poste visé. Ok, on va... Alors une dernière question, puis après on va enchaîner le témoignage et on va revenir aussi sur des questions, hein, pas de problème. Alors on est essentiellement quand même, de mémoire, on est à... Alors je ne sais pas, je vais demander à Julien, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête. On a une majorité de personnes au-dessus de 26 ans. Hein. Moi, je me doute. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense qu'on doit être à peu près à 30% pour les 26 ans. Ah, quand même. Oui, c'est ça. Et 70% sur les plus de 26 ans. Ok. Et ma seconde question, c'est sur l'accompagnement professionnel, la durée moyenne d'un parcours d'accompagnement. À l'emploi, hein, je parle. Pas sur la problématique sociale. Ce qui est très étrange, c'est que ça peut aller très vite par moment. Alors si je fais une moyenne, on va dire 8 mois. Si je ne me trompe pas, on est à peu près sur 8 mois. Par contre, il y a des moments où ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que tout dépend des secteurs. Il y a certains secteurs qui sont tellement en tension, qui sont prêts à embarquer avec eux des personnes qui ne parlent pas français ou qui est prêtes à les former également. Et pour certains, prêts à les loger également.
Donc c'est pour ça que c'est très variable, mais en moyenne c'est 8 mois. D'accord, merci. Alors, merci en tout cas à vous deux. C'est le moment de. Merci de à nous quitter. toi. Merci. Forcément, s'il y a des questions après, Camille et puis Katia reviendront répondre à vos interrogations, vos questions. Je vais demander à Jean-François de venir avec moi. Jean-François qui est à la tête de l'entreprise Delcroix à Bailleul. Une magnifique entreprise, une magnifique reprise il y a à peu près un peu moins de 10 ans, je crois, non ? Oui. Et c'était important d'écouter Jean-François par rapport à un témoignage et quelque chose de concret. Et moi, je vous l'ai dit dès le départ, chez Coptalis, on est très dans l'opérationnel et on adore faire parler nos clients. Et merci encore, Jean-François, d'être venu ce matin avec nous. Alors, tu découvres la French Tech aussi, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour la French Tech, parce qu'on attire aussi des clients. Ça marche, là ? On entend Jean-François ? Oui, on entend Jean-François. Là, c'est bon. Ouais, c'est bien. C'est parfait. Donc Jean-François, je vais te laisser deux minutes te présenter, puis expliquer dans quelle démarche et pourquoi en tout cas tu es passé par Mercure, comment ça se passe effectivement avec la personne que tu as recrutée au quotidien, et puis comment tu vois l'avenir et le futur. Ça fait pas mal de questions. C'est pas mal de questions. Donc moi, Jean-François Toubeau, donc je suis le gérant de la société Delcroix. C'est une société que j'ai repris en 2011, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Je suis lauréat de Raison Entreprendre. Et en fait, notre métier, nous, Delcroix, on est industriel. Alors, j'ai vu dans les stats, là, il n'y a que 5% qui partent sur l'industrie, là, dans vos statistiques. Mais voilà, nous, on est fiers d'abord d'être industriel. On fabrique des machines agricoles. Et on est sur une niche, la mécanisation du maraîchage. Et on est leader en France. On est 25 personnes. Et on vient de construire une usine toute neuve à Bailleul il y a 2 ans, juste avant le Covid. On fait 40% à l'export. Et on fait de l'innovation. Voilà, ça c'est notre métier. Alors, en fait, l'idée d'intégrer un réfugié, figure-toi que j'avais déjà cette idée en amont d'entendre parler du projet Mercure. J'avais vu un article dans La Voix du Nord où c'était un agriculteur, un maraîcher, qui avait pris des réfugiés parce qu'il ne trouvait pas de main-d'œuvre. Donc voilà, donc moi j'étais déjà ouvert sur le sujet. Et j'ai un copain, un chef d'entreprise, Franck Serrure, de la société Volma, c'est lui qui m'a parlé du projet Mercure. Qui t'a donné le contact. Voilà, qui m'a donné le contact. Et je crois que après j'ai contacté, je ne sais plus si c'était Maude ou Julia. D'accord. Et voilà, donc on a eu plusieurs CV, plusieurs échanges. Et donc nous, en fait, notre problématique dans l'industrie, c'est pas facile de trouver des profils, surtout dans les Flandres, parce qu'on a un taux de chômage très très bas, extrêmement bas. Donc c'est très très dur de trouver du personnel, en plus intéressé par l'industrie. Ce qui est, voilà, en France, l'industrie n'a pas toujours, même si ça s'arrange, n'a pas toujours une image très positive. Et donc voilà, on a accueilli Ibrahim Wessal, donc il a 32 ans, il vient d'Afghanistan. Alors je ne connais pas tous les détails, bien sûr, mais je connais quelques éléments. Je sais qu'il a travaillé pour l'armée américaine et canadienne, donc je pense que c'est pour ça qu'il était un peu sur liste noire. Et donc il est venu, ça fait quoi ? Ça fait un peu plus d'1 mois qu'il est chez nous, c'est très récent. On l'a pris en CDI direct. C'était un choix. Voilà, parce qu'on le sentait bien et on voulait aller de l'avant. Et j'en ai parlé hier avec mon directeur d'usine. Donc il est 100% content. Il a absolument rien de négatif à émettre. Donc au niveau boulot, ça se passe très bien. Nous, en fait, donc Ibrahim, il travaille. Donc il est chaudronnier et il va faire notamment de la soudure. Alors, il n'était pas formé à la soudure à la base, il en avait fait un petit peu avec l'armée américaine. Et donc, en fait, nous, on le forme sous forme de compagnonnage, parce que trouver des soudeurs en France, malheureusement, c'est presque mission impossible. Et alors moi, forcément, quand on m'a expliqué un petit peu qui tu étais et où tu étais, et on parlait tout à l'heure en termes de mobilité, en étant à Bailleul, avec les horaires de travail d'Ibrahim, parce qu'on va parler de choses concrètes. Je crois qu'il habite dans la métropole lilloise, donc c'est pas impossible de venir de la métropole lilloise travailler sur Bailleul. Il se débrouille comment au niveau transport ?
Alors effectivement, là, l'idéal, c'est qu'à terme, il ait, je pense, son permis, ça serait top. Mais j'ai plusieurs employés qui font comme lui, c'est-à-dire ils prennent le train de Lille D'accord. et ils arrivent donc à la gare de Bailleul. Et là, à pied, c'est 10 minutes, quoi. D'accord. Où ils prennent un vélo ou une, comment ça s'appelle, Trottinette. voilà, une trottinette électrique. D'accord. Et ils évoluent comme ça, quoi. Donc ça se passe bien. Donc il n'y a pas de problème de transport en soi, ça a été résolu, quoi. Bon, je pense pour lui, l'idéal, ça sera un jour d'avoir son permis, Ouais. effectivement. Ouais. Et comme l'a dit Camille tout à l'heure, hein, c'est important aussi de dire que l'AIR accompagne, encore une fois, le public réfugié sur le permis de conduire, la remise, effectivement, surtout au niveau du code. Mais c'est des choses qu'on est en train de voir aussi avec la région aussi, c'est important aussi de le dire, et notamment avec Yann Orpin, le président du MEDEF, pour essayer d'accentuer, parce qu'on sait que par moment, notamment dans le domaine de la logistique, il y a des horaires, par exemple, postés 5h, 13h, et malheureusement, là, il n'y a pas de transport. Et par moment, effectivement, il y a des difficultés de recrutement compte tenu, effectivement, des contraintes horaires et des contraintes mobilité, on va dire, quoi. En plus, on a fait un petit dossier d'aide à la mobilité, un dossier d'aide de la région. D'accord. Donc ça aussi, hein, c'est l'accompagnement, entre autres, du projet Mercure via aussi AIR. C'est important de le préciser aussi. Et alors, ça fait qu'un mois, on ne va pas commencer à faire des retours d'expérience, parce qu'un mois, c'est encore court. Hein. Mais le contact avec aussi les autres salariés, est-ce que tu peux nous expliquer, ou en tout cas nous décrire un peu comment ça se passe ? Alors bon, nous, on est une PME, on est 25 personnes, la majorité dans l'atelier. Donc il y a vraiment un esprit d'équipe, un esprit de corps. Alors j'ai déjà, parce que je suis assez... on parlait d'ouverture à l'international. Moi, avant de reprendre Delacroix, j'ai une carrière d'ingénieur chez Michelin et j'ai été expatrié en Asie. Donc voilà, le fait d'ouvrir à l'international, c'était pas un frein pour moi. Et donc en fait, chez Delacroix, on a déjà un Mauricien, Jean-Laurent, on a déjà un Ivoirien, Mohamed. Donc j'avais déjà opéré un peu d'ouverture, on va dire. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Et très vite, il s'est intégré. Alors c'est en fait dans un atelier, en plus dans les Flandres, c'est assez direct. Hein. Comme il y avait déjà un esprit d'équipe, j'avais aussi un peu préparé les choses hein, pour montrer ma volonté en tant que chef d'entreprise d'intégrer Ibrahim, même si j'avais pas de doute, mais j'ai quand même j'ai passé un petit message pour expliquer juste la démarche. Et globalement, moi je suis même étonné de la vitesse avec laquelle il s'est intégré dans l'équipe. Il est déjà très proche de Jean-Laurent, le Mauricien, par exemple. Je les vois souvent à deux. Et puis il est souriant. Donc à partir de là, je pense que c'est bien parti. D'accord, merci. Alors ce qui est important aussi d'expliquer, c'est qu'on a parlé d'accompagnement et notamment de... Je ne sais pas si le micro il marche, si. D'accompagnement avec Maud et puis Julia. Mais c'est un accompagnement vraiment, vraiment, on va dire... exclusif. Et pour vous donner un témoignage, Julia, par exemple, elle a accompagné un candidat dans une entreprise. Et quand on dit elle l'a accompagné, c'est qu'elle est allée le premier jour directement dans l'entreprise avec le candidat pour présenter, pour qu'il ne se trompe pas aussi de route, parce que c'est aussi par moments un peu compliqué. Donc c'est vraiment au petit soin. Donc, et ça, c'est important aussi pour les premiers, parce qu'on le sait, hein, les premiers 48 heures sont aussi essentielles dans l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Et par moment aussi, ils ont certains freins, ils ont certaines peurs aussi, hein, parce qu'il faut se dire aussi les choses. C'est pas si facile que ça. Et Julia et Maud font ça aussi dans l'accompagnement vraiment, vraiment, on va dire un peu VIP. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est pas rien de le faire aussi, quoi. Est-ce que certains ou certaines ont des questions à poser directement à Jean-François? Je voulais écouter juste un truc. On en a discuté avec Maud et Julia. Ce qui est important, là ça démarre bien d'un point de vue professionnel, donc c'est génial. Mais effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est que, alors chez nous, il y a une assistante, Elodie, c'est qu'on se connecte pour bien suivre je dirais l'accompagnement global de Ibrahim, hein, qu'on suive aussi les sujets un peu perso, avec une certaine... on ne va pas rentrer dans le personnel, mais on est vigilant là-dessus. D'accord, parfait.
Est-ce qu'il y a des questions pour Jean-François? Et juste, avant de peut-être poser la question, juste... Donc je vais me présenter, moi, Émilie, je représente EMI, donc on fait partie du projet Mercure, et on a accueilli donc effectivement plusieurs candidats, des personnes qui sont encore chez nous depuis plusieurs mois, et ça se passe très très bien au niveau de l'accueil, au niveau de l'intégration. On a accueilli 2 personnes d'origine afghane, on a accueilli une personne d'origine soudanaise, donc on travaille avec Maud et Julia. Régulièrement, on a des échanges, des propositions de candidats, des entretiens et des embauches ou pas, enfin, selon le projet aussi de la personne. Mais donc, ça se passe très bien. Et là, ma question, c'était, donc, il a été embauché en CDI. Et on parlait du régime, du titre qui était valable de 4 à 10 ans. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? À partir du moment où ils ont un emploi en France, ils sont... Voilà, qu'est-ce qui se passe après? Ils sont en CDI. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout... Alors, ils sont en CDI, effectivement, sur un laps de temps déterminé, parce que, à juste titre, 5 ans, voire 10 ans. Ouais. Alors, c'est difficile aussi de se projeter, de construire toute sa vie. Et puis, à un moment donné, on se dit, je vais peut-être repartir parce que j'ai plus d'autorisation de travail. Néanmoins, avec l'expérience qu'on a, et je vais faire intervenir Camille, parce que c'est elle la spécialiste de ce sujet. Et on le voit notamment, nous, avec la French Tech, hein, on travaille sur le passeport talent. Le passeport talent est valable 4 ans aussi. Et Next Step, on fait quoi? Donc, objectivement, quand c'est de l'immigration professionnelle, ça ne pose pas trop de problèmes pour renouvellement des cartes de séjour, des titres, etc. On n'a jamais eu le cas de se dire si, parce que ton contrat n'est pas fini, parce que tu es en CDI, mais ton titre de séjour fini, il faut que tu repartes dans ton pays d'origine. Moi, je n'ai jamais vu ça en 20 ans d'expérience sur le sujet. Je ne sais pas si Camille, tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça? Dans le cas d'Ibrahim, ce qu'il nous a dit quand il est arrivé, il nous a dit mais j'aurais besoin de prendre 2 semaines au mois de mai. Il va faire l'aller-retour en Afghanistan, alors en passant par je ne sais plus quel pays, c'est un peu compliqué, mais il va chercher sa famille. D'accord. Il va chercher sa femme et son enfant. Ouais. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'AIR peut aider pour tout ce qui est procédure de regroupement familial, de choses comme ça. En collaboration avec Coptalis, nous, c'est notre métier, de toute façon. Et ça, pour nous, en tant qu'entreprise, c'est énorme d'avoir des partenaires qui peuvent nous aider pour tout ce qui est justement logement, pour tout ce qui est papier, pour tout ce qui est familial, parce que nous, notre métier, c'est de leur faire acquérir de l'expérience ou de confirmer un projet professionnel, mais pour tout ce qui est annexe, l'objectif du projet précieux. Mercure, quand on l'a construit, c'est de faciliter effectivement la vie au quotidien de ce public, en fait, tout simplement. Et après, votre côté professionnel, ça vous appartient, en fait. Voilà, mais tout le projet, tout le côté, en fait, vie perso, on sait que c'est aussi, et forcément, ça intervient au quotidien, dans leur travail, évidemment. Quand ils sont plutôt bien dans leur tête au niveau personnel, au niveau professionnel, ça se passe très bien. Ça, c'est énorme. Et en tout cas, nous, en tant qu'entreprise, ça se passe très bien pour les personnes qu'on a accueillies. Et c'est vraiment autant dans le déroulement, dans le partenariat avec Coptalis ou AIR. Mais moi, je l'ai dit en toute transparence, on est fiers aussi d'avoir des partenaires comme EMI, mais comme aussi Cinéo, comme Bio aussi, parce que c'est important aussi d'avoir des gens qui s'impliquent avec une certaine bienveillance, parce que c'est pas si facile que ça. On ne va pas vous dire que c'est magique, loin de là. On sait qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de talents sur plein de métiers, et c'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution aussi qui demande beaucoup d'engagement. Ça, c'est une certitude, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question pour Jean-François avant de passer à notre témoignage? Jean-François, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être? Que je suis très content et très fier de participer à cette démarche et à ce projet. Merci en tout cas, merci, on peut l'applaudir. Alors, je vais demander à Christophe de venir à table. Donc Christophe de Coptalis. Alors c'était important aussi d'avoir le témoignage de Christophe parce que
Nous, je vous l'ai dit au préalable, j'ai fait une présentation très globale de Coptalis, mais c'est important aussi de se dire qu'on a beaucoup de clients. Et ce qu'on voulait, notamment avec Olivier, c'est qu'on n'est pas là pour donner des leçons à nos clients, mais c'est important aussi de donner l'exemple aussi chez Coptalis, mais ça fait de façon très naturelle, parce que c'est beau de dire à tout le monde qu'il faut travailler sur la diversité, et si à l'intérieur de la boîte dans laquelle on a créé, on ne fait pas. Moi, ça me perturbait. En tout cas, ce n'est pas dans nos valeurs et dans notre ADN avec Olivier au sein de chez Coptalis. Alors aujourd'hui, on a la chance, nous, d'avoir à peu près 18 nationalités différentes et ça s'est fait de façon naturelle. Et bien évidemment, quand on a monté le projet Mercure, on s'est dit, objectivement, et on va dire facilement, c'est important aussi d'être convaincu et d'accompagner aussi ce beau projet. Donc Christophe, est-ce que tu peux te présenter 2 minutes et puis expliquer un petit peu la démarche et puis qu'est-ce qui t'a fait aussi à réfléchir sur ce beau projet comme tous les, on va dire, les collaborateurs de chez Coptalis. Bonjour à tous. Il faut appuyer. Celui-là il marche ? Ouais. Donc bonjour à tous. Donc Christophe Debray, je suis donc directeur des opérations au sein de Coptalis et donc à ce titre en fait je pilote des équipes de recrutement donc à travers le monde. Je vous donne un peu d'éléments de contexte. Vous savez qu'en sortie de Covid, le marché de l'emploi a accéléré de façon incroyable. On a une dynamique, je pense, inégalée en fait dans le monde de l'emploi aujourd'hui et du marché en fait lié en fait à la mobilité internationale. Et donc on est dans un contexte chez Coptalis où on recrute énormément de recruteurs. Donc partout sur différents pays. Et donc c'est dans ce contexte en fait qu'on m'a proposé. Donc une nouvelle fois en fait, Maud et Julia font très bien leur travail. Elles le font en externe, mais elles le font en interne également. Elles sont venues nous voir en me disant écoute, on a vu un profil. Alors il n'est pas du tout du métier, très clairement. En fait, il a jamais fait de RH, il a jamais fait de recrutement. Par contre, on sent quelque chose chez lui. En fait, on parlait de soft skills tout à l'heure. En fait, il a peut-être les soft skills qui vont bien en fait par rapport à ton besoin. Donc il me propose de rencontrer. Et donc là, on a parlé de freins tout à l'heure. Je pense que j'ai les mêmes freins que tout le monde. Je me dis, bon, comment ça va se passer en fait, niveau langue, niveau connaissance. Est-ce que je dois mettre un système en place un peu particulier dans son accompagnement Donc je rencontre cette personne qui est juste à ma droite, qui s'appelle Gloire. Donc il y a ce petit bonhomme que je vois arriver en fait, en entretien. Et là, je pense qu'en 30 secondes, il m'a chamboulé. Donc on a parlé de plein de choses tout à l'heure, on n'a pas parlé d'émotion. Là, il y a une émotion très très forte en fait quand il commence à vous raconter son histoire en fait avec beaucoup d'humilité, avec un grand sourire jusqu'aux oreilles alors qu'il a vécu des choses très compliquées. Et là, vous oubliez tous vos problèmes. Je pense que les mots business plan, efficacité, productivité, tout s'arrête, tout s'envole. Donc vous n'en parlez plus du tout et vous dites tout de suite en fait comment je vais faire pour l'aider, comment je vais faire en fait pour l'intégrer dans les équipes et comment je peux finalement transformer son projet professionnel lié à mon projet moi de pilotage d'équipe. Donc ça a commencé comme ça. Et je me suis dit en fait comment je vais intégrer en fait Gloire dans les équipes. Donc je vais poser plein de questions en fait sur ses connaissances, sur son métier. Alors pour la petite histoire en fait il a aussi un parcours universitaire important. Il est ingénieur en fait agronome. Donc voilà il connaît en fait la façon dont il faut apprendre un métier. Donc là-dessus aucun souci. Et je me suis dit en fait c'est quelqu'un qui va apporter en fait on parle de diversité et là on l'a fortement chez Coptalis. Encore une fois on a 18 nationalités. À lui tout seul, je pense qu'il doit apporter 6 nouvelles langues en fait chez Coptalis. 7. Donc voilà. Donc, déjà en fait, même en termes de projet professionnel pour l'entreprise et pour l'équipe, il m'ouvrait un champ de possibles en fait que j'avais pas forcément en fait avant avec les équipes. Et donc voilà, donc on fait l'entretien. Je lui dis tout de suite en fait, tu commences la semaine prochaine, tant qu'on prépare ton PC. Il me dit non, je veux commencer demain. Je dis attends, il faut un PC, il faut un truc, il faut une dynamique. Donc j'ai dû le freiner un tout petit peu, mais donc forcément il n'y avait aucun sujet sur le fait qu'il démarre tout de suite. Et donc ça m'a laissé une semaine, 15 jours pour préparer l'équipe, pour dire en fait comment on va l'accompagner, comment on va mettre en place ce projet-là. Première question que je pose à l'équipe, je dis voilà, je pense qu'il faudrait avoir quelqu'un qui soit parrain en fait pour l'accompagner en plus en fait de Julia ou Maud. Quelqu'un qui est dans l'équipe, qui va vraiment avoir un rôle d'accompagnateur et de pouvoir répondre à toutes les questions qu'il aura d'un point de vue métier. Et là, sur l'équipe, on a à peu près 40 personnes dans l'équipe. Et physiquement, dans la salle, j'avais 25 personnes. Les 25 personnes lèvent la main. Ah. Donc bon, il a fallu en choisir 2. Donc on a pris 2 personnes en fait, qui ont eu ce rôle de parrain-marraine. C'est 2 filles, donc plutôt des marraines.
Et en fait, ça a créé quelque chose dans l'équipe, en fait, une vraie émulation en fait, autour d'un projet. On a parlé aussi de remettre en perspective en fait, nos problèmes qu'on a tous les jours, nous, personnels, ou ce qu'on vit en fait. Et quand on a des personnes qui arrivent comme ça avec son sourire et son vécu, forcément, on relativise énormément. Et il y a eu vraiment un projet d'équipe autour de Gloire. Donc, on a associé ça bien sûr avec notre projet entreprise. C'est là où c'est important, c'est qu'on ne décorrèle pas en fait, le projet entreprise. Il est rentré dans un cursus de formation en fait, de sourceur, dans un premier temps, pour ensuite acquérir toutes les compétences pour pouvoir basculer sur un métier de recruteur dans l'avenir. C'est ce que je lui souhaite. En tout cas, il est déjà en réussite, parce qu'il a réussi ses premiers recrutements. Donc c'est marrant, c'est que lui, il est de l'autre côté de la barrière maintenant. Il a performé tout de suite, donc il y a toujours cette énergie, ce dynamisme qui fait vraiment du bien à l'équipe. Donc bravo à Gloire, j'en profite pour te remercier une nouvelle fois. Parce que c'est une histoire de confiance, et la confiance, tu nous l'as donnée aussi. Donc, bravo. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Alors, merci Gloire en tout cas d'être là aussi, parce que c'est pas facile de témoigner sur son expérience du quotidien. Merci à Christophe pour ce beau témoignage. Et on sent vraiment le cœur qui parle, et c'est super important. Gloire, est-ce que tu peux effectivement expliquer surtout ton intégration, comment tu es arrivé chez Coptalis, et surtout aussi comment ça se passe au quotidien? Merci pour la parole. En fait, moi, c'est Gloire Rusimbuka Benjamin. Je sais que Rusimbuka, c'est un peu long, mais Gloire, ça va. Et du coup, je suis d'origine congolaise. Bientôt, là, dans le mois d'août, je vais totaliser 28 ans. J'aime bien. Et après, en fait, avant, j'étais dans une ville qu'on appelle Angers. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous les connaissent. C'est dans les 49. Et après, je suis arrivé ici à Lille, c'est dans le mois de janvier 2021. Et, en fait, j'ai galéré à trouver de l'emploi. En fait, c'est vrai que j'avais quelques personnes qui m'accompagnaient dans d'autres villes, mais je n'arrivais pas à trouver de l'emploi. Et du coup, j'arrive à Lille, j'arrive à hier, on m'envoie directement chez Projet Mercure. Et du coup, comme souvent, les informations passent de bouche à oreille, mais je demande aux amis, donc les compatriotes qui sont ici à Lille, est-ce que vous savez le projet Mercure? Ils me disent non. Là, je me disais, peut-être c'est moi qui serai la première personne. Et du coup, j'y vais quand même. J'arrive au projet Mercure. C'était pour apprendre d'abord la langue, parce que de base, j'ai un diplôme de Bac plus 5 en agriculture, option production végétale. Et mon diplôme est reconnu ici en France. Parce qu'en France, j'avais dit que vu que j'ai fait mes études à l'international, donc c'est un Bac plus 3. Il ne faut pas reconnaître Bac plus 5, il faut reconnaître Bac plus 3. Mais du coup, je me dis, il faut que j'apprenne quand même la langue. Parce que quand on arrive ici en France, nous avons des difficultés. Ce n'est pas à dire qu'on ne parle pas la langue. On parle la langue, mais d'une manière donc professionnelle. Juste un exemple, on peut vous demander quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts. La manière de les répondre ici en France, ce n'est pas comme chez nous au pays. Par exemple, moi, mes 3 défauts, je peux dire j'ai fait ça, je n'aime pas. Pourtant, en France, ce n'est pas ça. Donc, il faut avoir des arguments. Et du coup, avec le projet Mercure, il m'apprenait, il m'accompagnait, il me disait ça, on fait ça. C'est vrai que je parlais la langue, mais il m'apprenait encore d'autres choses, ce qui était vraiment très bénéfique pour moi. Et après, j'avais trouvé un emploi, c'était dans l'insertion. Mais malgré que j'avais un emploi dans l'insertion, il continuait toujours à m'accompagner, à me suivre, est-ce que ça va? Et c'est grâce à eux que j'ai eu un CDI avec Coptalis. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Coptalis. Et là, je suis chargé de sourcing. Donc je suis chargé de sourcing dans la zone francophone en Afrique. Donc pour les Mali, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire. Donc si vous avez des profils qui sont intéressés par l'informatique, n'hésitez pas à nous les envoyer. Même à moi, même à quelqu'un d'autre. Ça va faire un peu de plus. Et du coup, là, je ne sais plus quoi dire parce que... C'est déjà très bien. Ce qui est important de noter aussi, c'est que Gloire n'est pas disponible. Il reste chez Coptalis, ça c'est important aussi. Parce oui, que, ça c'est vrai. Voilà. Comme je sais qu'en ce moment, il est à préciser, Christophe, que c'est important de... c'est compliqué en ce moment le recrutement. Donc Gloire est très bien chez nous et en plus il a son pull marqué Coptalis encore une fois. Merci en tout cas Gloire pour ce beau témoignage aussi. C'est important aussi de te faire témoigner parce que je pense que, et tu l'as dit, vous êtes aussi beaucoup en communauté, mais dans le bon sens du terme. C'est que nous, ce qu'on veut aussi, c'est que on ait une ouverture en tout cas sur tes compatriotes, entre guillemets aussi, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait aussi et comment on accompagne aussi les gens au quotidien. Et ça, c'est important aussi. Parce qu'on l'a dit dès le départ qu'il y a un amalgame qui est fait et il y a vraiment des histoires de vie qui sont incroyables, des belles réussites. Et si on pouvait être hyper optimiste et positif, c'est le moment d'y l'être aussi. Et c'est important aussi qu'à chaque fois, effectivement, on a du parrainage aussi, du parrainage qui marche très très bien.
et c'est important aussi de le dire. Et toi aussi, peut-être qu'à travers ton expérience, tu vas pouvoir exprimer la positivité à la fois d'AIR et aussi du projet Mercure pour attirer des talents chez nous, hein, et on en a besoin, quoi. Comptez sur moi. Merci. Christophe, est-ce que tu veux rajouter des choses ou des choses Non, mais en fait, on a parlé de fierté tout à l'heure. En effet, hein, c'est le sentiment qu'on a en fait quand on a une réussite comme ça, un accompagnement comme ça, c'est une vraie fierté. L'énergie qu'il apporte à l'équipe, le dynamisme est important. Donc ça finalement, ça se quantifie pas, ça se qualifie pas, mais on le vit nous tous les jours avec gloire. Donc une nouvelle fois, merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les témoignages de Christophe? On peut quand même les applaudir. Alors, une question pour Gloire ou directement pour Christophe? Non? Ça va? Ce que je vous propose, c'est... Ah, il y a une question. Au fait, par rapport aux langues, des fois, moi aussi, je les oublie. De base, je suis congolais. Et du coup, vous savez que le Congo, c'est un grand pays, 4 fois la France métropolitaine. Et du coup, il y a 4 langues nationales. Sinon, si on ne connaît pas les 4 langues nationales, on est obligé de s'exprimer en français. Du coup, c'est pour cela que nous figurons parmi les pays qui ont pas plus français. Et du coup, je parle français et je parle le Swahili, ma langue nationale, donc ma langue maternelle. Je parle le Lingala, un peu d'anglais, je parle un peu de Kirundi, je parle un peu de Kinyarwanda et Shimaoré. Du coup, le Shimaoré, c'est une langue que j'ai appris aussi en France parce que j'étais à Mayotte. Du coup, c'est une langue dans les Outre-mer, c'est comme ça que je l'avais appris. Et ce sont les langues que je connais donc bien parler. Je ne peux pas dire que je parle espagnol, non. Je connais quelques mots. Donc les 7 que je vous ai dit, là, je peux bien traduire, je peux, donc sans souci. Merci. D'autres questions alors, on va respecter les horaires et surtout le temps imparti. On va accueillir maintenant Olivier de Surmont, donc cofondateur et président de Coptalis Group. Et avec Olivier, on va discuter, en tout cas, on va apprendre et surtout avoir son témoignage sur l'Ukraine, sur, malheureusement, je le dis encore une fois, sur le sujet qui nous préoccupe actuellement. Et c'est vrai qu'on a plein d'interrogations, plein de questions. Et c'est d'avoir encore des choses concrètes à vous dire et comment nous, au sein de chez Coptalis, on participe à en tout cas, accompagner ces personnes réfugiées avec bien évidemment des profils complètement différents. Aujourd'hui, concrètement, ce que fait Coptalis et comment on voit aussi un petit peu le futur, même si rien n'est assuré, rien n'est certain, évidemment. Mais c'était important aussi de bien comprendre ce que l'on fait au quotidien. Et je vais laisser Olivier se présenter. Moi, je suis ravi, bien évidemment, de l'accueillir. Et puis aussi d'avoir un échange avec vous sur le sujet ukrainien. Alors, bonjour à tous, bonjour Gilles, parce que je ne t'ai pas encore vu ce matin. Donc je suis le cofondateur de Coptalis avec Gilles. Et en fait, on s'est retrouvés en première ligne sur un sujet. Alors, vous avez compris ce qu'on fait déjà depuis quelques temps avec le projet Mercure, donc l'accueil de réfugiés. Coptalis qui travaille sur l'expatriation, sur la mobilité, les sujets de relocation, les sujets d'immigration, les sujets de recrutement. Et donc, on a des filiales dans plusieurs pays. On s'est retrouvés au moment de la guerre en Ukraine avec des contacts en Roumanie, en Pologne, qui nous ont dit alors les quelques premiers jours, tout se passe bien. On arrive à gérer le flux des réfugiés. Enfin, tout se passe bien en ce qui concerne les réfugiés. On arrive à gérer le flux des réfugiés. Par contre, très vite, au bout d'une semaine, on a eu des appels finalement de la Pologne, de la Roumanie, pour nous dire aidez-nous parce qu'on n'arrive plus, il y a trop de monde qui arrive, on n'a pas les solutions d'hébergement, on n'a pas les solutions logistiques, les moyens matériels de s'occuper de tous ces gens qui arrivent, c'est trop. Je pense que vous savez qu'aujourd'hui, c'est 4 200 000 réfugiés qui ont quitté l'Ukraine selon les derniers chiffres de l'ONU. C'est sur 4 200 000, je crois qu'il y en a 2,5 millions qui sont arrivés en Pologne. Donc vous imaginez sur un pays où c'est énorme, enfin, la tension que ça peut créer. Juste pour information, l'année dernière en France, on a accueilli 100 000 réfugiés sur le territoire français. Donc
vous voyez déjà ce que ça peut créer comme discussion. Quand un pays doit accueillir 2,5 millions de personnes, c'est forcément beaucoup de tension. Donc du coup, en fait, avec tout ça, on s'est pris, on a cherché comment on pouvait accompagner cette problématique. On a d'abord essayé de participer à l'accompagnement d'Ukrainiens, alors essentiellement des femmes et des enfants, mais je pense que vous avez vu ça à la télé, c'est 90% de femmes et d'enfants. Et avec déjà des solutions logistiques, c'est de les faire venir. Comment faire venir des Ukrainiens qui sont bloqués en Pologne ou en Roumanie pour les faire venir jusqu'ici? Donc on a travaillé avec des municipalités, on a travaillé avec des collectivités, et on continue. On a un bus qui est arrivé dimanche, qui est parti de Pologne et qui est arrivé à Bruxelles. Il y en a un qui part ou qui est parti hier, qui arrive demain à Lyon. Donc en fait, voilà, c'est des réfugiés qui sont accompagnés. Donc on les aide sur cette partie logistique. On les aide ensuite sur toute la partie éventuellement papier. Vous avez vu le statut de protection temporaire. Il y a un petit peu de démarche, il y a un petit dossier à faire. Donc vous avez quand même un public qui ne sait pas parler ni français ni anglais, qui n'ont pas eu le temps de préparer leur mobilité. C'est une mobilité qui n'est pas désirée mais subie. Et donc voilà, il y a plein de sujets aussi administratifs à gérer. Et il y a ensuite la partie logement, parce que là aussi, quand on vous donne les exemples de logement, c'est déjà difficile de trouver des logements pour gérer les 100 000 réfugiés qui arrivent par an. Là, on parle d'Ukrainiens qui vont arriver entre 100 et 200 000 euros, entre 100 et 200 000 Ukrainiens qui vont arriver sur l'année, et ces Ukrainiens vont arriver en 2 mois ou en 3 mois, en fait, l'essentiel. Donc, vous imaginez la complexité à trouver des solutions de logement pour tous. Donc en fait, il faut trouver également dans le secteur privé, dans les familles d'accueil, etc. Donc on s'est beaucoup mobilisé aussi pour trouver des familles d'accueil, des personnes physiques qui étaient capables d'accueillir ces Ukrainiens. Donc voilà, on en a plus. D'ailleurs, chez Cooptalis, il y a plusieurs personnes qui ont hébergé ou qui hébergent des Ukrainiens. J'ai moi-même une famille ukrainienne à la maison. Et en fait, tout ça, on s'est mobilisé, on a su les aider. Et là, maintenant, arrive l'étape qui est hyper importante. Il y a 2 nœuds, en fait. Un nœud qui est l'apprentissage du français. Gloire en parlait un petit peu, mais pour réussir une insertion, une intégration, il faut apprendre le français. Et deuxième étape, c'est trouver un boulot. C'est souvent leur première demande. Moi, j'ai dû récupérer... faire des accueils pour plusieurs centaines d'Ukrainiens. Cooptalis a dû accueillir à peu près 300 Ukrainiens aujourd'hui environ, donc ça commence à être un chiffre qui compte. Le sujet de l'emploi arrive au bout de 15 jours, 3 semaines, même si eux demandent tout de suite, dès le premier, ils posent le pied ici, ils nous demandent quand est-ce que je peux commencer à travailler. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que même s'ils bénéficient du statut de protection temporaire, il faut d'abord demander un rendez-vous en préfecture, obtenir le papier, enfin voilà. Donc il y a un petit délai qui fait qu'incompressible, mais en gros, pendant 15 jours, 3 semaines, c'est compliqué de commencer à travailler. Et donc là, on commence à s'attaquer vraiment à ce sujet-là et la mise à l'emploi. Et alors, j'ai entendu quelques sujets en fait où on oppose les causes entre l'aide des Ukrainiens versus l'aide des réfugiés classiques. En tout cas, de notre côté, nous, il n'y a pas de sujet. On aide tout le monde, n'importe l'origine des gens. Par contre, moi, je vois un côté très positif finalement à cette mise en avant, le côté médiatique, hyper médiatisé des réfugiés ukrainiens, c'est que ça met en avant finalement la cause des réfugiés qui finalement assez peu traitée dans les médias ou pas assez traitée. Et là, pour l'instant, on récupère, nous on le voit, on récupère par exemple des offres d'emploi. On a quelqu'un qui nous a envoyé 160 offres d'emploi pour les Ukrainiens. On lui a dit mais finalement c'est peut-être pas que pour les Ukrainiens, on peut ouvrir à tous les réfugiés. Bah oui, on peut ouvrir à tous les réfugiés. En fait, c'est peut-être le côté vertueux du truc, c'est que ça va permettre d'aider tout le monde en fait, que ce soit sur des problèmes de logement, sur des problèmes d'accueil, sur des problèmes de mise en cours de français. Hier, j'ai passé 2 heures de rendez-vous avec le ministère de l'Emploi. Donc on voit que le sujet finalement commence à prendre un peu plus de dimension grâce à cette médiatisation, en tout cas des réfugiés. C'est un des effets, c'est un des quelques effets positifs de cette médiatisation. Voilà, donc aujourd'hui on est sur cette thématique-là, trouver de l'emploi pour ces gens. On a plein. Donc il y a Anna qui n'a pas pu venir ce matin. Elle était pas très en forme ce matin. Elle habite pas très loin de chez moi et du coup je devais la récupérer ce matin, mais elle n'a pas pu venir. Donc Anna, elle démarre chez nous officiellement lundi. Donc voilà, c'était aussi
l'occasion de vous la présenter. Par contre, elle ne parle pas du tout français, elle parle un petit peu anglais, donc là, il va y avoir un vrai travail d'accompagnement. Mais voilà, donc elle fait du développement informatique. Voilà, j'ai Merab qui travaille dans le bâtiment. Donc il y a plein. J'ai Marina qui, elle, cherche du travail en tant que service à la personne. Il y a plein de profils différents. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. C'est comme souvent dans le cas des réfugiés, des gens qui ont quitté précipitamment et qui ont quasiment zéro ressource. C'est-à-dire que les comptes en banque sont fermés, enfin les banques n'existent plus, ils n'ont plus d'argent. Donc ils arrivent ici avec rien en fait. Je prends l'exemple moi de la famille qui est chez moi. C'est un couple, ils ont 36 ans et 37 ans. Ils ont 2 enfants, un bébé d'1 mois et demi. Un petit garçon de 2 ans et donc la maman a accouché avec une césarienne, donc vous imaginez elle a fait 10 jours de traversée parce qu'elle habitait Donetsk, donc ils ont traversé tout le pays à pied, etc. Enfin vraiment compliqué. Et en fait leur vie aujourd'hui c'est une valise, un sac à dos et un sac plastique, et ils avaient 3 magasins chez eux, ils avaient des salons de coiffure, des salons d'esthétique, donc ils me montraient des photos sur Instagram de leur vie d'avant en fait, c'est des vies finalement assez proches de celles qu'on peut avoir nous ici, et en 10 jours tout s'est écroulé, ils n'ont plus rien et ils arrivent dans un état de fatigue, traumatisme aussi de la guerre, les enfants qui racontent qu'ils dormaient dans le métro, alors pas eux mais d'autres enfants qui racontaient et qui dormaient dans le métro avec l'exemple ce week-end où on a fait l'anniversaire d'un papa ukrainien qui, les enfants racontaient, c'était dur au début, ils étaient à Kiev, on a dormi pendant plusieurs jours dans le métro, on entendait les bombes, mais bon après on s'habitue, les enfants vous racontent, et puis c'était rigolo parce que le monsieur à côté de moi, il y avait un vieux monsieur qui dormait à côté de nous dans le métro et qui ronflait, mais c'était rigolo, en fait les enfants retenaient ça. Donc voilà, donc c'est des super belles histoires de gens qu'on arrive à aider, à accompagner. Les belles histoires, c'est pas quand ça se passe là-bas, c'est quand ça se passe ici, et voir les enfants avec le sourire. On a emmené des enfants au zoo ce week-end. Donc en fait, il y a tout ce travail-là à faire, parce que ce qui est particulier dans le cadre des réfugiés, même s'ils ne sont pas le statut de réfugiés, on est d'accord, mais dans le cadre des réfugiés ukrainiens qui arrivent, parce qu'ils ont les mêmes problématiques qui arrivent ici, ce sont des familles avec des enfants. En fait, c'est un petit peu particulier. C'est un public quand même qui demande un accompagnement avec une scolarisation des enfants beaucoup plus que dans le cadre des réfugiés classiques qu'on accompagne. On a plutôt des adultes, on a plutôt des c'est un modèle un peu différent où c'est une famille, parfois une famille monoparentale, même souvent comme les papas, les frères, les fils ont dû rester au pays. Donc en fait, il faut les aider sur la scolarisation, sur plein de choses. Donc Cooptalis intervient beaucoup sur tous ces sujets, avec toute l'équipe Mercure qui s'est mobilisée, avec l'AIR également qui s'est mobilisée dessus. Et donc voilà, on a dépassé un peu le cadre du projet Mercure, parce que là, on a vu les enjeux, vu la complexité, on a demandé à beaucoup de gens de l'entreprise de s'investir dessus et de passer du temps. Mais c'est un projet génial. Et donc si vous avez, vous aussi, des opportunités d'embauche, mais avec cette souvent complexité linguistique de gens qui ne parlent pas ni français ni anglais, donc c'est-à-dire ça demande un accompagnement particulier, mais avec une énergie de dingue. Il y a un restaurant qu'on connaît bien, Émilie, qui a embauché une jeune par chez nous qui ne parlait ni anglais ni français dans un restaurant, et elle a été serveuse en Ukraine, mais elle va démarrer à la plonge. Elle a une énergie de dingue. Elle va apprendre le français, à mon avis, en 1 mois, et elle ira en salle dans 1 mois, dans 1 mois et demi. Mais voilà, pour l'instant, elle fait la plonge, et elle est super contente de faire la plonge pendant 1 mois, plutôt que d'être dans une petite chambre où elle connaît personne. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc là aussi, je refais un appel à vous si vous avez des pistes, des solutions, parce que voilà, pour le coup, on a vraiment besoin d'une mobilisation particulière et un peu plus forte que celle traditionnelle, parce que comme je vous expliquais, le volume de personnes, c'est mathématique, le volume de personnes qu'on a à traiter est beaucoup plus important que celui qu'on traite d'habitude. On peut en parler avec l'équipe de Mercure. Elle me dit, mais on va jamais y arriver, Olivier, on a déjà tout ce qu'on doit traiter en ce moment, plus tout ce qui arrive en plus. Donc on est en train de recruter, en train de chercher comment on va faire pour piloter ça aussi. Mais pour l'instant, on prend. On travaille le week-end, le soir pour essayer de gérer. Mais voilà, là, on va avoir besoin des entreprises qui se mobilisent aussi pour nous aider à trouver des sorties et des solutions d'emploi pour ces gens qui sont hébergés dans les familles d'accueil, qui n'ont rien pour vivre. C'est les familles d'accueil qui vont les nourrir. Alors après, ils ont l'ADA, ils ont 450 € par mois à peu près. Je vous donne un ordre de grandeur, mais d'aide financière. Mais c'est court. J'ai une famille, par exemple, qu'on a hébergée là, où il y a 7 personnes, 5 enfants
2 adultes, autant vous dire que c'est vite dépensé. Et donc voilà, il cherche du travail, il cherche à bosser. Donc voilà. Et ce qui est important aussi de dire, merci Olivier pour rapport à ça, ce qui est important de dire aussi dans l'implication de Coptalis aussi, dès le départ aussi, nous on a pris aussi la position de ramener aussi des vives, de l'alimentaire, c'est des choses concrètes. On est parti avec 17 trucks directement en Moldavie et aussi à Bucarest, par le biais aussi d'un partenariat avec Santorus, qui est un groupe hôtelier parisien. Et là, alors j'en profite parce qu'on est à la French Tech et c'est un vrai réseau aussi hyper intéressant. On est en contact direct avec la French Tech, avec Grégoire qui est le président de la French Tech en Roumanie. On est en contact avec Jean-Christophe qui est le président de la French Tech aussi Pologne. Et je vais vous donner encore une chose concrète, c'est que par exemple Olivier l'a dit, dimanche il y a un bus qui est arrivé de Pologne directement à Bruxelles. Le bus forcément repart après en Pologne. Au lieu de faire repartir vide, on a pris le pari effectivement de faire très très vite, de remplir le bus de vives. Donc, quand on dit de vives, c'est du lait, des cornflakes, et puis aussi des produits médicaux. Comme ça, le bus n'est pas reparti à vide aussi. Et on a des entreprises, notamment Etex, qui est un gros groupe, c'est 11 000 salariés dans le monde. 11 000 salariés dans le monde, ce n'est pas une petite entreprise. Et en fait, les salariés à l'intérieur d'Etex voulaient participer, mais ils ne savaient pas trop comment, à un acte, je dirais, solidaire envers l'Ukraine. Ils m'ont contacté, ils ont contacté Coptalis, et à travers nous, notre réseau, et notamment avec Bucarest, on a un camion qui part directement de Lyon jusqu'à Bucarest, et il va arriver sans doute dimanche, pour plein de vives, et notamment dans un orphelinat à Bucarest. Donc ça, c'est des choses concrètes. C'est important de dire aussi qu'il faut faire attention quand on fait des dons aussi, parce qu'on ne sait pas où l'argent va, et c'est toujours le même problème aussi. Il y a plein d'ONG là qui se sont créées très récemment. Nous, l'avantage qu'on a, notamment aussi en collaboration avec la French Tech, c'est qu'on a les bons interlocuteurs. Et on travaille en direct aussi, Olivier le sait, avec Jean-Christophe et Grégoire aussi, sur l'accompagnement aussi de profil. Et aussi, on est aussi dans l'optique aussi, et on espère tous que ces gens aussi, à un moment donné, vont repartir. Moi, par exemple, là, on a organisé le départ d'une personne qui voulait repartir dans son pays d'origine, l'Ukraine, parce qu'effectivement, son mari était blessé de guerre, et elle voulait être à côté de son mari. Donc, on ne les laisse pas non plus, je dirais, tout seuls quand il y a un vrai sujet. Il y a un accompagnement aussi direct qui se fait. Et ça, c'est assez aussi remarquable sur l'investissement. Après, on a plein d'idées aussi, notamment avec Sam, au niveau de la French Tech de Lille aussi, pour mettre des énergies aussi. On est contacté de beaucoup en fait, d'entreprises qui nous disent on veut s'impliquer, mais on ne sait pas comment faire. Et on peut être un point d'entrée, objectivement, par rapport à notre implication que l'on voit depuis maintenant un peu plus d'un mois, quoi. Est-ce que vous avez des questions plus particulières sur ce sujet ukrainien ou pas? Il nous reste 2 minutes là parce qu'il faut respecter les horaires. 2-3 minutes de questions-réponses. Bonjour Damien, directeur de la société Casar Lille. Vous évoquiez tout à l'heure le témoignage d'un couple qui vous montrait des photos de commerce, puisqu'ils étaient commerçants, ils ont fait à leur compte. Et ils arrivent ici, la réponse, a priori, c'est l'emploi. Est-ce qu'ils avaient une demande plutôt d'entrepreneuriat ou Oui, il y en a. Alors, je pense que sur un premier temps, ils ont bien conscience que ne parlant ni anglais ni français, n'ayant pas d'argent, l'entrepreneuriat est un petit peu compliqué. En fait, ils ont besoin d'abord de se rassurer et ils se sont dit on va plutôt essayer de trouver un travail salarié. Le papa est coiffeur, la maman est esthéticienne, donc ils se sont dit voilà, on va repartir du début. Ça va nous permettre d'apprendre le vocabulaire du métier technique. Et demain, l'entrepreneuriat. Par contre, je vais vous raconter mon week-end, mais dimanche, j'ai fait l'anniversaire d'un monsieur ukrainien, justement avec toute sa famille, et puis des amis ukrainiens qui étaient dans le coin. C'est passé à Saint-Gand-en-Mélantois. Et du coup, voilà, le papa, lui, travaille dans le secteur du bâtiment. Il y a un autre monsieur qui vient d'arriver,
du côté de Bézieux, donc pas très loin, enfin, voilà, dans le même secteur, et qui lui a quitté le pays, mais a su venir avec son camion. Il a pris sa maman et son camion avec tous ses outils. Voilà, donc et en fait, c'est vrai, il travaille dans le secteur du bâtiment. Donc en fait, on est en train de regarder est-ce qu'ils peuvent pas s'associer à deux et faire quelque chose. Donc oui, mais tant qu'on parle pas la langue, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu d'administratif. Le faire tout pour eux, c'est difficile. Voilà, mais en tout cas, c'est une piste. L'entrepreneuriat fait partie des vraies pistes pour demain. Mais ils en ont envie, mais c'est un peu tôt là. Je pense qu'ils ont envie d'être rassurés. C'est difficile forcément de se projeter parce que ce qui leur arrive, c'est quand même très violent aussi dans l'exécution, dans la vitesse du sujet en fait. Et on le disait tout à l'heure, la première chose qu'a envie de faire un réfugié, c'est de partir dans son pays d'origine si c'est sécurisé, quoi. Donc forcément de se projeter dans un nouveau pays, dans une nouvelle histoire. Après, chaque cas est un cas particulier et vraiment c'est des histoires de vie qui sont très 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 personnelles. Et moi j'ai discuté avec pas mal de monde et je le dis aussi, c'est génial, c'est Google Translate, hein, c'est vraiment extraordinaire ça. Et franchement ça marche super bien, moi j'ai découvert ça il y a très peu de temps, et notamment on arrive à communiquer comme ça et c'est juste incroyable cet outil. Et c'est vraiment top. Et c'est vrai que chaque cas effectivement est un cas particulier. Merci. Par rapport à Anna qui ne parle pas très bien anglais, elle est développeuse. Donc c'est le langage en général, on code en anglais. Enfin, je pense même en Ukraine. Et comment vous, dans quel code quand même en anglais ou comment ça se passe? Elle code en anglais. Elle connaît quelques. Je pense que sur son métier, elle va s'en sortir. En anglais, elle code et elle sait faire. Et par contre, la communication avec le reste des équipes va être un petit peu plus compliquée au début. En fait, on sent qu'elle n'est pas hyper à l'aise en anglais. Mais après, c'est un challenge, mais ça va aller vite. Enfin, je pense qu'elle a envie. Et à l'inverse, ce que disait Gilles, c'est que oui, il y a beaucoup de réfugiés qui disent j'ai envie de rentrer, mais il y en a beaucoup qui se disent pas tout de suite. Enfin, même si ça se détend, je prends l'exemple moi du couple qui est chez moi là et qui dit je suis de Donetsk, je sais pas ce que je vais récupérer, même si la guerre s'arrête dans un mois, dans 2 mois, et j'ai pas forcément envie de rentrer maintenant. Et donc et puis il se dit c'est une opportunité. Je pense Anna, elle me dit même si ça s'arrête, je reste ici. Moi, c'est une opportunité finalement de rester ici, de me changer les idées, parce que de toute façon, en revenant là-bas, il y aura il y aura de la tension en fait. Ça va durer pendant des années. Ça va être compliqué, je pense. La reconstruction va être compliquée, hein. Reconstruction matérielle, reconstruction mentale, psychologique du pays va être compliquée. Donc elle n'est pas particulièrement pressée de rentrer. Donc je pense qu'il y a aussi des gens qui vont rester un peu plus et rester dans la durée chez nous. Mais oui, elle va s'en sortir. J'ai pas de souci. Mais le début va être rock'n'roll. Et désolé, je ne me suis pas présenté, mais nous, on recherche Edouard Cohen de la société Mofi. D'ailleurs, je crois que mes parents ont accueilli des Ukrainiens suite à des échanges avec vous. Et nous, on recherche beaucoup de développeurs. Et à partir du moment où ils savent développer en anglais, c'est exactement... donc je ne sais pas qui il faut aller voir ensuite, mais... écoute, Mode. On en parle. Mode, ok, merci. Notamment. Bonjour. Et on travaille aussi en collaboration avec Simplon. Ils ont des magnifiques bureaux, là, une inauguration qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Quand je le disais tout à l'heure, le partenariat avec notamment Euratechnologie, on est connecté avec Nicolas Brienne sur des formations spécifiques, des certifications qui peuvent être de courte durée. Donc tout ça, on peut vous mettre en relation, soit avec Simplon, soit avec Euratech, bien évidemment en collaboration avec Coptalis, quoi. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Il y en a une. Excusez-moi, même, vous n'êtes pas présenté. Justement, j'allais le faire super, parce que ça merci. va vous aider à comprendre le sens de ma question. Laurence Masson, je représente Lille Avenir, une association qui regroupe la mission locale de Lille, la Maison de l'Emploi et le PLI, donc le plan local pour l'insertion et l'emploi de Lille. Et voilà, je me présente maintenant parce que ma question, nous on accompagne des publics qui résident sur l'île, l'Homme et l'Aime. Donc je voudrais savoir par rapport aux réfugiés que vous accompagnez, là, que vous aidez à loger, etc., le pourcentage de public que vous avez qui réside ce territoire. En tout cas, le projet Mercure est réservé au territoire des Hauts-de-France. 350 personnes, c'est l'objectif qu'on a cité tout à l'heure.
en exclusivité pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que nous, on a un rayonnement à la fois national et aussi international. Mais on l'a voulu en tout cas très régional, on va dire. Après, sur l'ensemble des Hauts-de-France, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est à peu près entre 85 et 90% du public est de métropole, enfin Lille métropole. Métropole, ouais, d'accord. C'est ça, Lille métropole. On pourra regarder sur votre territoire précis si vous voulez l'information. On pourra regarder. Enfin, je pense qu'on a des tableaux bien faits. On va regarder qui est sur votre territoire sans aucun problème. Merci. Mais on a un gros travail de communication, mais c'est aussi le pourquoi d'aujourd'hui. Hein, parce qu'avant la crise ukrainienne, pour être encore transparent avec vous, on avait un manque de candidats, quoi, clairement. Quoi. Alors c'est pour ça qu'on travaille en collaboration, évidemment, avec les associations, les mairies, mais pour communiquer. On a travaillé cet été sur les familles afghanes qui sont arrivées avec la mairie de Lille au mois d'août, en fait. On accompagne à peu près 25 familles. Merci. Merci en tout cas à tous. Moi, je vais encore remercier Sam de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique bureau de la French Tech. C'est vrai que c'est un très très bel outil et avec une technologie optimale. Merci Sam de ton accueil et de ta bienveillance. Merci encore une fois aux équipes Mercure, bien évidemment à Katia, à Maud et puis à Julia qui font un travail remarquable tous les jours et surtout dans des conditions pas faciles. Merci à Camille évidemment de l'AIR. Petite pensée pour nos amis aussi Patrick et puis j'ai oublié son prénom, c'est pas Christine, pardon, qui aurait aimé aussi être avec nous aujourd'hui. Merci en tout cas pour ton implication, ton investissement à travers le projet Mercure, parce que vous faites des choses assez remarquables dans des conditions aussi très difficiles, et je le sais. Et je sais que vous êtes très soutenu par la mairie de Marcq-en-Barœul avec Bernard Gérard, qui est très fier aussi de vous avoir sur sa commune. Et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais, parce qu'au quotidien, c'est pas facile. Et puis on reste à disposition en quelques minutes aussi si vous avez besoin de discuter ou bien de prendre des cartes de visite. Et je remercie aussi, on l'a cité très vite tout à l'heure, Delphine Barthes, qui a une super boîte là, qui est depuis 2 ans, 3 ans je crois maintenant, mais qui accompagne aussi avec un sujet qui n'est pas facile, on l'a dit tout à l'heure, le logement, qui est Euratech, qui est une belle pépite, et puis on va en tout cas l'aider encore à se développer. Donc merci à tous, et puis à bientôt. Merci. Merci. Merci à tous. Je vous avais promis un mot de conclusion. Il y a effectivement enfin des choses qui se mettent en place à la fois parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on en a envie. C'est une belle matinée qui montre qu'on peut avoir des visions, des valeurs et se donner à cœur une mission extra purement développante de son chiffre d'affaires. Et vous êtes tous et toutes ici chefs d'entreprise ou affiliés à des entreprises qui pouvaient aussi participer. Il y a une belle association qui s'appelle Help Anywhere, qui est reconnue d'intérêt public et qui permet de pouvoir s'engager si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, approchez-vous de Gilles, d'Olivier, de Katia, de l'équipe en tout cas de Mercure. Je sais que les cours gratuits proposés en français sont trop peu nombreux. 1 fois par semaine, c'est pas suffisant. Donc il y a un besoin d'informatique. Si vous avez des vieux PC qui ont 2-3 ans, qui n'ont plus de valeur comptable, n'hésitez pas. Il y aura une réexploitation pour pouvoir amener au FLE, au français langue étrangère, ces réfugiés et les apprendre et leur aider à s'intégrer plus rapidement par la langue. Vous avez un certain nombre d'entreprises, alors de la French Tech, mais pas que, qui veulent aussi participer d'une manière ou d'une autre. On a un adhérent qui voulait tout simplement prendre en charge le coût d'un bus, ce que vous avez fait d'ailleurs pour plusieurs d'entre eux. Hein. C'est pas négligeable. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre 15 ou 20 000 balles sur la table, mais en tout cas, si vous avez cette volonté de participer, c'est très actif. Et c'est vraiment l'état d'esprit de la French Tech, ce réseau d'entraide entrepreneuriale de la tech, de l'innovation. On n'est pas que des entreprises, il y a aussi des incubateurs. Tu as parlé d'Euratech, mais on en a 37 en région Hauts-de-France, public, privé, mais on a aussi tout un parterre de partenaires. Ceux que vous avez cités qui sont présents sur votre kakémono, ceux qui étaient présents là. Je pense aussi au groupe IRD, par exemple, qui est un partenaire financeur extrêmement actif aussi sur ce sens, cet engagement. Donc, pas d'excuses. Vous pouvez donner comme vous pouvez recevoir. N'hésitez pas. Un grand merci. Je conclurai par le fait que ce lieu appartient à l'ensemble de l'écosystème de la tech et de l'innovation et de ses partenaires. Vous êtes les bienvenus à nouveau le 27
avril pour un after-work sur le sport et la tech, parce que c'est aussi important de prendre soin de soi. D'ailleurs, pour les adhérents, vous avez, et affiliés, partenaires, vous avez Spart, qui est une super application qui est offerte gratuitement. N'hésitez pas à la mettre en application dès aujourd'hui. C'est 3 mois de gratuité pour se préparer et être toute belle, tout beau pour la plage cet été. Et le 28, vous avez l'INPI, parce que ce lieu concentre aussi les acteurs publics qui viennent gracieusement vous faciliter la vie d'entreprise, et l'INPI va vous évangéliser sur l'appropriation de la propriété intellectuelle au sein de votre entreprise. Encore une fois, merci à tous. Merci, messieurs, pour tout ce que vous faites. Très belle matinée.